Salut les sportcasters, gros épisode. Cette semaine, on parle de Henri Richard avec son fils Denis Richard et l'auteur de sa biographie, Léandre Normand. Et on revient sur un paquet d'anecdotes du Pocket Rocket. Tout ça après ceci. Salut tout le monde, H2O Web Media et la production 4771 souhaitent la bienvenue à mes deux invités au Sportcaster. C'est un épisode très excitant. Léandre Normand, Denis Richard, bienvenue messieurs, ça va bien? Bonjour. Hey, c'est cœur. Bonjour, ça va bien, merci. Hey, je suis trop content. Aujourd'hui, grande rencontre. On va parler d'une des légendes du Canadien. Puis tu sais là, il y a comme, mettons qu'il y avait comme une couche de légende. Tu sais, je dirais qu'il y en a déjà qui sont au premier niveau. Là, on a atteint le sommet de la pyramide des légendes. On va parler de la biographie, bien sûr, qui vient de sortir sur votre père. Et indirectement, vous avez mentionné que c'était votre héros dans le roman. Alors, moi, je considère que c'est un roman parce que on dirait que je voyais comme une intrigue là-dedans. Je voulais que ça évolue. Mais honnêtement, je commence l'entrevue en vous disant merci, messieurs, de nous avoir livré ce livre-là que je chéris, que j'ai lu 2 fois en peu de temps. J'espère que vous êtes fiers de votre travail. Et j'espère que les gens vont avoir autant de plaisir à le lire que nous en avons eu à faire les recherches et à l'écrire. Personnellement, moi, c'est un des beaux livres que j'ai réussi à faire. Je pense que les remerciements se font surtout à Léandre, parce que c'était vraiment pas mon idée. Okay. Même au contraire, quand Léandre m'a appelé, moi, j'ai dit non, je suis pas vraiment intéressé, tu sais, pas plus que ça. Puis je savais que mes parents avaient toujours refusé, moi. Oui. Fait que il y avait eu une couple de fois qu'il y avait eu les demandes, puis ça avait toujours été non. Puis quand Léandre m'a appelé, je dis non, là, mais je dis, gars, je vais en parler à ma mère comme ça, là, parce que mon père, à ce moment-là, mon père était pas en mesure de prendre une décision. Fait que je n'ai parlé à ma mère aussi, on n'est pas question. Mais après discussion avec ma mère, on a eu une bonne discussion d'ailleurs, puis on avait 2 choix finalement. Soit qu'on en fasse une autorisée, ou soit qu'il y en ait une qui est non autorisée, une biographie. Fait que finalement, j'ai décidé de m'impliquer, puis ma mère était d'accord avec ça, fait que tant mieux. Fait que, tu sais, parce que ça prenait son accord, parce que j'ai eu à la consulter beaucoup aussi. Là. Ben oui. Souvent, là, je l'appelais, je dis ça, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Fait qu'elle me confirmait ou des choses comme ça, fait que ça a été intéressant avec ça. C'était un gros travail pareil, parce que c'est ça, tu sais, que je me rendais compte, là... Tu sais, le fait est que souvent, de son vivant, le travail, tu sais, Léandre, tu travailles là-dessus, tu sais comment ça se passe. La notion de dire que là, la personne n'est plus là pour venir confirmer ou indiquer, ça peut représenter quoi comme travail de recherche, justement, d'écrire une biographie comme ça? Mais avant ça, j'aimerais revenir à l'acceptation. Ouais. Ça s'est fait par étapes. Au début, Régent allez-y. Celui que j'appelle mon dictionnaire, celui à qui je réfère régulièrement pour entrer en contact avec quelqu'un, Régent Wool m'a dit oui, je vais te donner les coordonnées de Denis, c'est le meilleur à voir dans la famille, celui qui serait le plus susceptible d'être intéressé. Mais puis j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Ah, il dit, moi, je pense qu'il devrait refuser. Hein? Ça a été... Régent t'a dit ça? La côte était déjà haute. Ça, je ne savais pas. Régent t'a dit ça? La côte était... Fait que j'appelle, je prends mon courage à 2 mains, j'appelle Denis. Sa réponse était, comme il vient de mentionner, mitoyenne. Et puis, on parle avec Lise, l'épouse d'Henri, qui, bon, comme il l'a mentionné, était plus ou moins et moins que plus intéressée. Et par étapes, il me dit ça, finalement, il lui en reparle. Elle dit, finalement, fais ce que tu veux. Ouais, fais ce que tu veux. Oui, non, ça a été ses paroles, c'est exactement ça. Fais ce que tu veux, moi, je m'en mêle pas. Alors, fait que finalement, on a donné rendez-vous aux éditions de l'Homme à Denis. Incroyable. Avec notre éditrice. Et, aux surprises, Lise était à la rencontre. Alors là, moi, j'ai dit, je pense qu'on vient de franchir une étape. Y avait-tu des demandes? Au début de, je sais pas, des sujets ou des choses qui ont été mis au clair dès le départ, que ça, c'est important, ça, on veut pas, ça? Non, vraiment, il n'y a pas de ça. Mais évidemment, c'était entendu. Moi, comme j'ai mentionné lors de la rencontre, moi, je voudrais me faire un peu le bras, la main qui va
qui va transmettre votre pensée, votre façon de voir. Et puis, mais il n'y a rien que je vais faire sans que vous soyez d'accord. D'accord, je comprends. Et évidemment, il y a des étapes qui ont été plus difficiles à franchir, mais finalement, ça s'est bien déroulé. Ce qui nous a aidé au départ, c'est que Denis avait un immense bac avec des articles à coupure de journaux. C'est hot, ça. Qui est arrivé avec ça. Alors, j'ai dit, oups, il y a une grosse partie de la recherche qui est déjà faite. Mon ami Pierre Bruno, avec qui j'ai fait d'autres bouquins précédemment, d'ailleurs, qui était après moi quand tu me demandes s'il y a eu des demandes. Lui, régulièrement, lorsqu'on a fait les autres bouquins, me disait faudrait faire un livre sur Henri Richard. Faudrait faire un livre. Il n'y a personne qui l'a fait. Ça manque. Henri Richard, c'est une des grandes légendes. Alors, moi, j'ai dit, je pense que la famille ne veut pas. Non, je pense pas maintenant. On verra plus tard. Parce que j'avais déjà eu une réponse d'Henri Richard, on parlait. Personnellement? Lui-même, oui, il y a quelques années. Et ça fait que Pierre est après moi, revenait avec ça régulièrement. Et finalement, un bon matin, j'ai dit, tiens, je pense que c'est le temps peut-être de faire ça. Et là, évidemment, je reviens en arrière. Régent Hall, Denis, et tout ça. Mais je revenais sur... C'est vrai, j'avais un bac avec des découpeurs de journaux, des scrapbooks, que j'avais au moins une 10-12 scrapbooks. 21. Tant que ça. Oui, c'est ça. J'avais ça dans mon sous-sol, puis j'avais pas... Tu sais, à l'époque où je travaillais, il y a quelqu'un qui m'avait remis ça. C'était un monsieur Béliveau, là, qui n'a pas rapport avec Jean Béliveau. Qui n'a pas rapport avec Jean Béliveau. Monsieur qui m'avait remis ça, puis j'avais ça dans mon sous-sol, dans mon locker. Je savais pas quoi faire avec ça. Je dis, bon, c'est intéressant, mais pas plus, tu sais, c'est des découpeurs de journaux d'époque. Finalement, quand Léon m'a appelé, j'ai dit, mon Dieu, j'ai ça, moi, chez nous. Fait que j'étais allé dépoussiérer ça. Je dis, hey, ça va peut-être servir. Fait que là, j'ai passé à travers ça. J'ai fait une espèce de table des matières, tout ça. Là, j'ai faufilé ça. J'ai donné ça, puis on a commencé à travailler avec ça. Là. C'est vraiment hot. Comment ça... Parce que là, tu sais, c'est sûr que là, le livre, il est sorti récemment, mais le travail de tout ça, ça remonte à quand? Le début, là, tu sais, suite à cette rencontre-là, vous êtes mis à écrire. On était à quand, à ce moment-là? On était je dirais début décembre l'année passée. Ouais. Okay. Alors, il fallait d'abord lire. Moi, j'avais déjà plusieurs bouquins. J'avais déjà des recherches que Pierre avait faites puis qui a complété par la suite. Et là, ensuite, j'ai attaqué les scrapbooks de Denis. Ouais. Mais ça là, les scrapbooks, les coupures de presse de Denis, ce qu'elles ont fait, ils ont aiguisé ma curiosité. Parce que, évidemment, ce monsieur-là, que moi, j'ai découvert que je connaissais par la suite, gardait certains articles, mais il n'y avait pas nécessairement, dans le terme du métier, qu'on appelle le follow-up, le suivi, comment ça s'est déroulé. Alors, ça donnait la fin, mais ça ne satisfaisait pas complètement. Alors, il a fallu faire d'autres recherches en plus. Ouais. Ça a été assez long aussi. Alors, disons que l'écriture a commencé plus 2 mois après. Là. C'est quand même, c'est fait assez rapidement, mais beaucoup d'échanges. Chacune des étapes, pour chacun des chapitres, évidemment, moi, je l'écrivais, je transmettais ça à Denis, qui était un très bon correcteur en passant, et puis qui revisait ça, il ajoutait. Au début, Denis disait, je me souviens de rien, il va pouvoir... T'as le confirmé tantôt. C'est vrai, je disais moi, j'ai rien à dire, vraiment, finalement, il m'a convaincu qu'il avait des choses à dire. Mais à force de le... mais regarde, tu dis telle affaire-là, finalement, sa mémoire revenait, je ne sais pas trop, mais il ajoutait. Alors ensuite, il en parlait à Lise. Lise en ajoutait aussi, ce qui fait que, de fil en aiguille, les chapitres ont grossi et on l'a découvert lors d'une rencontre avec un de ceux qui a travaillé avec nous, François Couture, avec qui j'ai adoré travailler, qui travaille aussi pour les éditions à contrat. À force de boire, on s'est aperçu qu'on pouvait ajouter. Là, il me disait, là, tu peux en ajouter. Fait que d'autres recherches à ce moment-là qui arrivent, mais finalement, ça a été, je dirais, ça fait quand même quelques livres que j'ai écrits, là. Ça a été un plaisir continu, celui-là. C'était complet. C'était ma première biographie et c'est un des livres que j'ai vraiment le plus aimé faire.
Moi, j'ai trouvé que le livre, il va droit au but. C'est bien écrit. Je trouve qu'en plus, vous avez osé le séparer autrement. La majeure partie des biographies que je lis, on a vraiment un effet chronologique, là, du début jusqu'à la fin. Là, de temps en temps, votre chapitre, il y avait un thème. Puis là, on allait dans le sujet, les matchs les plus importants, les victoires individuelles, les trophées, comment ça a pu se passer, la rencontre avec votre mère, bien sûr. Ouais. Moi, je trouve que c'était bien fait. Puis c'est justement, c'est ça qui fait qu'une biographie, c'est intéressant pour quelqu'un qui voudrait le lire, de dire c'est pas interminable. Tu sais, vous avez parlé dans le livre, vous nommez Georges Hébert Germain, qui avait écrit la biographie de Renan Angélil. Je ne cacherais pas que c'était une longue biographie. Je comprends qu'il y en a beaucoup à raconter, mais là, vous avez trouvé une façon de scinder ça pour quelqu'un qui découvrirait. C'est parfait. Là, d'ailleurs, à ce propos-là, moi, je dois dire merci à Luc Gélina, qui a écrit un livre sur Steve Bégin des Canadiens. Alors, Luc Gélina, ce qu'il a fait, puis moi, j'ai trouvé ça génial, puis c'est comme ça que je l'ai vendu à Denis, puis je l'ai vendu aux éditions. Il y a une partie historique et il y a une partie commentaire du principal concerné. C'était pas possible dans le cas d'Henri, mais ça l'était avec Denis et par conséquent avec Lise. Alors, chaque chapitre se divise en 2 parties. C'est une formule qui m'a plu lorsque je l'ai vue. J'ai adoré ça, moi aussi. Et je pense que c'est une formule à adopter. Mais moi, je pense qu'effectivement, tu sais, il y a l'aspect comme public du personnage, bon. Moi, j'ai essayé d'apporter une petite touche un peu plus personnelle, des choses plus... au quotidien, à la maison. C'est ça qui se passe pour voir, pour que les gens connaissent ce qui se passe en dehors du hockey aussi. Fait que je pense que c'est important aussi d'apporter cet aspect-là. Fait que moi, j'ai aimé la formule aussi. J'ai adoré ça, puis c'est fou comment, avant que je lisais le livre la première fois, j'avais écouté une couple de vos entrevues. Ah oui? Puis là, quand je lisais le volet dans mes mots, là, parce qu'à la fin de chaque chapitre, il y a comme pour ceux qui vont le découvrir, là, un encadrant en gris qui est votre section. J'entendais votre voix en le lisant, ça me faisait rire. Là. Ah oui? Mais c'était comme un effet, puis tu sais, on va y aller direct dans le sujet. Comment la famille a reçu ça? Parce qu'il y a sûrement eu un bout, le livre, il est prêt à sortir. Là, je suis sûr qu'il y a un conseil de famille qui se fait, ou je sais pas, de dire, le livre est prêt, voulez-vous le lire? Comment c'est reçu dans votre famille, vos frères, vos sœurs, votre mère? Ça devait être émotif en Titi, ce bout-là. Je vois qu'il lève la main. Une anecdote. Allez, vas-y, après je vais intervenir. Une anecdote. J'étais dans mon auto, je m'en retournais chez moi. J'ai reçu un appel. Oui, allô? Bonjour, Lise Richard ici. Lise a pris la peine, pardon, j'en suis ça vous touche? A pris la peine de m'appeler pour me dire le livre, je l'aime, merci. Eh oui, ça, c'est-tu pas le plus beau compliment? Hein? J'ai appelé aussitôt Denis parce que ça a été vraiment là, un moment très important dans la réalisation du bouquin. Bon, pendant que Léandre va pleurer, je vais continuer. Pas jusque-là. OK. Pas jusque-là, mais j'ai quand même aimé. Mais ça m'aurait touché, moi aussi. Tu couperas ça au montage. Excuse-moi. Non, la famille chez nous, ça a été différent d'une personne à l'autre. Effectivement, là, quand est venu le temps que le livre soit sorti, là, on m'a appelé, il disait qu'il y a des copies de prêt. Bon, moi, j'en ai eu, puis j'en ai remis à toute ma famille. Mes frères, mes sœurs, mes enfants, mes petits-enfants. Non, j'en ai donné à tout le monde. Puis effectivement, la première personne qui l'a lu, c'est ma mère. En 2 jours, elle l'avait lu, puis c'est ça, je pense qu'effectivement, elle était bien contente du produit fini. Puis c'est la raison pour laquelle elle a appelé Léandre pour le remercier. Puis chez nous, on est 5 enfants, là, j'ai un frère, puis 3 sœurs. Bon, ils l'ont aimé, tout ça. Ben, j'ai honnêtement, j'ai une de mes sœurs qui l'a pas lu, qui veut pas le lire. Je comprends. Je pense que pour elle, c'est revenir dans des souvenirs qui sont pas si faciles aussi. Ouais. Fait qu'elle a pas voulu encore le lire, elle est pas prête à le lire. Je comprends. Mais les autres l'ont lu, puis ils ont trouvé ça vraiment intéressant. Ça leur rappelait des souvenirs, puis tout ça. Fait que ça, c'est intéressant. Mais ma soeur qui veut pas le lire, là, c'est ça, je pense, pour elle. C'est parce que au départ, quand mon père disait qu'il en voulait pas, puis qu'il avait dit à Léandre, non, moi, je veux pas de biographie, mais elle est restée avec ça, puis elle, dans sa tête, il fallait respecter la mémoire de mon père, puis donc de ne pas accepter ça. Sauf que là, la vie évolue, puis qu'à un moment donné, tu sais, je pense que ça s'imposait aussi, en tout cas.
Je pense que ça méritait qu'il y en ait une aussi. Complètement. Fait que c'est la raison pour laquelle, finalement, avec l'accord de ma mère, finalement, que c'était non au départ, puis qu'après, elle a donné son accord. Fait qu'avec ça, je pense que j'avais l'aval de pouvoir le faire aussi. Vous avez bien fait, tu sais, il y a un devoir de mémoire, je pense, par rapport à certaines personnes qui ont marqué l'histoire. Puis, tu sais, moi, il faut que vous compreniez, là, moi, je suis issu du fait que je suis né en 86, j'ai vécu la première coupe en 93. Je me considère comme un fan du Canadien, un profond fan. Je suis descendu de Trois-Rivières pour être au match du centenaire. J'avais mis mon argent de côté pendant comme 2 mois de temps. J'ai pu assister à ce match-là. J'ai vu la pratique. Ils ont réhabillé Patrick Roy. Ils ont réhabillé tous les anciens capitaines pour une dernière photo. Tu sais, vous n'avez pas idée pour nous autres qu'est-ce que ça représente que vous ayez pris cette décision-là. Puis, tu sais, moi, j'étais fan de votre père, mais je comprenais pas toutes les subtilités de cette époque-là. Puis, en ayant lu ce livre-là, je suis encore plus fan de votre père. Mais en même temps, j'ai compris beaucoup de choses. Puis, c'est ça que le livre y amène dans les nuances. Puis, tu sais, tantôt hors caméra, vous avez dit « Ah, c'est Léandre qui a dit ça ». Mais j'ai compris aussi qu'il y avait des trucs à régler un petit peu, ou des choses à dire, à mentionner. Ça, c'est le bout qui devait être le plus délicat. On va en parler aussi. Moi, ce que je faut que je vous demande, c'est qu'indirectement, le monsieur Maurice Richard, qui était le frère de votre père, lui aussi, il avait une famille, il avait des enfants. Est-ce que eux ils ont reçu ce livre-là? Est-ce que eux aussi, vous avez eu des contacts de dire qu'ils l'ont lu de leur côté, qu'ils ont su un peu plus la relation entre les deux frères? C'est-tu des choses qui ont été amenées, ça? Aïe, 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 la question. Hey, hein? Là, je suis gêné de te dire non. Il n'y a pas de problème. Mais ma réponse est non. Non, j'ai pas eu d'écho de mes cousins et cousines. C'est pas vrai. J'ai une de mes cousines, une des filles à Claude, le plus jeune des frères de mon père. Qui elle m'a appelé puis qu'elle voulait une copie dédicacée. Ben oui. Fait que j'ai dédicacé, j'ai venu le chercher puis il n'y a pas eu de problème. Les autres, j'ai pas eu d'écho. Je sais pas s'ils l'ont lu, je sais pas si ils ont pris connaissance, j'ai aucune idée. Mais tu sais, on les a pas consultés non plus là, tu sais, on n'est pas allé dans ce sens-là. Mais non, du côté de Maurice, j'ai pas aucun écho encore, pas encore, non. Okay. Mais ça, c'était exactement à l'image de la relation entre Maurice totalement. et Henri. Je trouve ça fantastique. Maurice et Henri ne se parlaient jamais. C'est incroyable de dire ça. Sauf peut-être envoie-moi la rondelle, quelque chose du genre. Je suis seul, mais ils ne se parlaient pas. Ce qui n'a pas empêché, puis je le raconte dans un des chapitres, lorsque Henri a compté son premier but dans la Ligue nationale, Maurice était le premier à sauter sur le banc et à se réjouir. Mais entre eux, non. Parce que bon, il faut dire qu'il y avait quand même 15 ans de différence entre les deux. Ouais. Alors, ce qui fait que, bon, la relation était plus difficile. Et celle que Denis, que j'ignorais, là, que Denis vient de témoigner par rapport à la famille de Maurice, qui n'a pas eu de réaction, ça s'inscrit exactement dans ce cadre. Parce que c'est ça, tu sais, dans le livre, on en parle un peu, tu sais, de ce bout-là, puis il faut être honnête, tu sais, vous avez constaté avec le temps que peut-être de par l'éducation, de par leur personnalité, c'était plus difficile entre eux de l'amour fraternel, là, comme tel. Oui, il y a ça, sauf qu'il n'y a pas juste ça. Il y a la différence d'âge. Ah, 15 ans. Non, mais mon père, je pense que mon père avait 5 ans. 5 ans, c'est pas vieux ça. Non, quand mon oncle est parti de la maison, fait que ils se sont pas connus vraiment comme frères. Développer une relation familiale. C'est ça, exactement. Fait que ça a été plus, pour mon père, je pense, ça a été plus, au début, c'était son idole. Puis quand il a commencé à jouer avec, ben, je sais pas, aurait fallu poser la question. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais j'ai jamais su le pourquoi que un coup qu'il jouait avec, ben, je pense que c'est un peu idole. Puis après, quand il a joué avec, là, il était coéquipier, mais ça demeurait un coéquipier, puis je pense que ça demeurait son idole, plus que son frère, je pense. Et c'est pour ça que Henri a modifié son style de jeu par rapport à Maurice. Maurice était le compteur, il était reconnu comme tel. Alors Henri, qui était champion compteur 2 fois dans le junior, Henri ne pouvait pas rivaliser avec son frère à ce niveau-là. C'est fou, hein? Alors Henri a développé un autre aspect du jeu, a joué différemment, a préparé a fait des montées et amenait la rondelle en zone adverse et il refilait à Henri à ce moment-là, parce qu'ils ont joué ensemble pendant 5 ans. Alors,
Et pour renchérir sur ce que disait, évidemment, il y a une question de mentalité d'époque aussi. Les gens, les parents, on les voyait. Moi, je me rappelle avoir été le premier à tutoyer ma mère, alors que mes frères, c'était des veaux gros comme le bras. Mais à cette époque-là, c'est tout à fait logique que la relation, surtout, il y avait une si grande différence d'âge, alors ça se faisait pas, la relation n'était pas aussi simple et fraternelle qu'on pourrait... Mais il y a ça, mais il y a aussi, effectivement, c'est une famille qui était comme ça aussi, qui parlait pas beaucoup, ils se parlaient pas beaucoup entre eux, là. Plus jeunes, à part que de chicaner. Mais effectivement, c'est pas des gens qui s'extériorisaient beaucoup, qui gardaient beaucoup ça en dedans, puis ils réagissaient justement en agissant au lieu d'en parlant. Je comprends. C'était ça la vie avec eux autres, là, dans leur famille, c'était comme ça. C'était comme ça. Ouais. Ah, il n'y a pas de problème. Moi, c'est parce que c'est tellement... Tu sais, je me mets dans la peau que, tu sais, j'ai des souvenirs de vie sur le plan personnel que j'ai gagné dans le sport, puis les gens que je revois, c'est des amis proches indirectement, que j'essaie de me mettre dans la peau de deux frères qui gagnent 5 Coupes Stanley ensemble, qui jouent au hockey ensemble. Mon frère deviendrait mon meilleur chum. Je capoterais de vivre ça. Fait que quand je disais ça, je disais, tu sais, ils ont dû y repenser plus tard en se disant, mon Dieu, tu sais, on a vécu quelque chose que personne peut comprendre. Là. C'est une émotion d'un niveau incroyable. Là, tu sais, fait que c'est sûr que ça, c'était quelque chose qui m'intriguait. Mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé, malheureusement. Tu sais, c'est comme si c'était deux générations différentes. Là, tu sais. Directement. Maurice était avec les plus vieux, puis mon père était avec les plus jeunes au départ. Fait qu'il y avait chacun leurs amis, puis qui n'étaient pas les mêmes. Fait que c'était comme ça. Là. Faut parler de la signature du premier contrat. Moi, ça me fait capoter. Si je comprends bien, à l'époque, on savait pas les montants. Mais le document que vous avez présenté dans le livre qui fait foi de l'espèce de, je sais pas comment dire, une feuille de notes que l'offre a été faite, qui était la petite feuille qui indiquait comment il allait gagner. Ça, ce document-là, vous l'avez encore, il existait, vous l'aviez dans vos choses. Là, je l'ai pas, moi, chez nous, mais mon père me l'avait déjà montré. Okay. Ça fait longtemps, là. Mais je me souvenais pas où il était où. Je sais qui l'a, Léon. Je sais même pas. Le contrat, les gars! Le contrat a été vendu dans un encan. Ah, je savais même pas. Le contrat comme tel, original, a été vendu dans un encan, mais Pierre Bruno, dont j'ai parlé tantôt, qui ramasse, ça que le dire, à peu près n'importe quoi, tout ce qui touche les Canadiens, tout ce qui touche le hockey, avait une copie, une photocopie ou une image de ça, qu'on avait déjà reproduit dans un livre précédent, La glorieuse histoire des Canadiens, et que moi, c'est une des premières questions que j'ai posées. Pierre, je veux avoir cette photo. Ben oui, c'est important. Ça, les montants, c'est drôle à dire, mais moi, je suis pas capable de me restituer à cette époque-là, mais le montant qui lui avait été offert, est-ce que ça plaçait votre père au niveau de quelqu'un de la classe supérieure? Ou c'est... Absolument pas. D'ailleurs, Selke s'est rétracté, puis il a fait revenir Henri, il dit « Hey, on n'aura pas dit, on dira pas que j'exploite un jeune. » Alors, il a déchiré, c'est une page de calendrier de bureau, il a déchiré, puis il a augmenté le bonus de 2 à 5 000, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est comme ça que ça se passait. Mais est-ce que, je pense, en tout cas, je me trompe, là, mais si la question est, est-ce que c'était un bon salaire à l'époque? Oui. C'était ça. Je pense que c'était quand même un bon salaire comparativement à... La classe moyenne de l'époque. Tu sais, c'était pas démesuré, comme ça l'est aujourd'hui, mais c'était quand même, je pense, un salaire relativement bien. Tu vivais bien avec ça, mais c'était pas démesuré, je pense. C'était plutôt un salaire de recrue. C'était comme ça, c'était le contrat. Les gens Guy Talbot, Claude Provost, qui ont commencé. Il y avait un bonus de signature. Au niveau hockey, tu as raison, mais si on enlève le hockey puis qu'on parle en général les salaires moyens des Canadiens, des Québécois, à ce moment-là, c'était un bon salaire. C'était un bon salaire, je comprends. Comparé à l'ouvrier qui travaille comme selon l'expression, au pic et à l'appel, c'est ça que c'était un meilleur salaire. Alors, évidemment, c'est pour ça qu'Henri a mis le papier dans sa poche puis il n'a pas dit un mot, il s'est travaillé. Le bout qu'il faut que je vous amène, ça, moi, c'est ce qui m'a le plus renversé du livre, c'est le rapport au nom Pocket Rocket. Je sais que ça sonne bizarre, mais j'ai lu le livre au complet, puis je suis même pas capable encore en ce moment de confirmer si, oui ou non,
pas une insulte, mais c'était comme quelque chose de péjoratif d'appeler votre père ainsi. Mais en même temps, à un moment donné, il y a eu comme la fameuse motoneige junior qui était présentée avec l'effigie Pocket Rocket dessus. Oui. Fait que là, je suis comme, est-ce que c'est quelque chose qui a fini par accepter ou c'était encore quelque chose de... C'était l'insulter, le nommer comme ça, là? J'ai posé la question une fois à Henri. Henri, moi, dans une autre vie, je présente des salons de collectionneurs, puis j'ai posé la question une fois s'il aimait ce prénom-là. De ce que je me souviens, Henri m'a dit qu'il n'aimait pas ça. OK. Mais je pense qu'avec le temps, il s'y est fait. Parce que si on l'analyse vraiment, c'est très péjoratif comme son nom. Mais je pense qu'il s'y est fait, puis qu'il l'a accepté finalement, puis que bon, c'est resté dans le... Dans le jargon, là, ça n'a pas disparu. Absolument. Moi, en tout cas, ma perception des choses, c'est que je le vois pas si négatif que ça, là, contrairement à juste voir, là. Non, moi, ça me... Puis, je pense qu'au départ, effectivement, ça l'a peut-être un petit peu... Peut-être, puis là, je dis peut-être parce que j'ai pas moyen de le vérifier, mais ça l'a peut-être un peu insulté au début. Ça, c'était à l'époque où il jouait junior à Toronto. Là, c'est là qu'ils l'ont appelé. Ça vient de Toronto, Canada anglais. C'est ça, parce que son frère, c'était Rocket. Puis là, lui, mon père était plus petit, donc Pocket Rocket. Je pense que ça a été ça, simplement ça. Mais je pense qu'au départ, peut-être ça l'a peut-être insulté. Mais par la suite, je pense que j'ai jamais entendu parler... En tout cas, jamais entendu mon père dire « Ah, ce nom-là, je suis pas d'accord avec ça. » Non, moi, dans ma tête, à moi, c'était comme accepté tout simplement, là, à un moment donné. Parce que c'était indissociable, visiblement. Je pense qu'il l'a accepté aussi, mais je comprends qu'au début, il y a une connotation de dire, tu sais, ton père essaie de faire son nom, là, il fallait tout le temps le ramener à comme le frère de l'autre. Puis ça, vous en avez mentionné qu'il y avait du monde qui demandait des autographes, qui disait « Tu peux-tu signer que... » t'es le frère du Rocket. Ça a comme pas de sens, là. Ça en avait parlé qu'il y a du monde, puis là, il signait son propre nom, là. Mais... Et même à la fin de sa vie, à un moment donné, lorsque Henri faisait une tournée avec les anciens Canadiens, à un moment donné, il y a quelqu'un dans l'autobus qui a présenté les gens en disant « On a aussi le frère du Rocket avec nous. » C'est-tu tannant, ça? Mais, après sa carrière, ça commence à être un peu... moi, j'ai été témoin de ça aussi. Là. Je me souviens qu'on était, je sais pas, un lieu public quelconque, là, je me souviens plus où, avec mon père. Puis il y a un monsieur qui arrive avec son petit-fils, avec son petit garçon, puis il dit « Ça, là, c'est le frère du Rocket. C'est le frère du Rocket. » C'est comme ça, là. Puis on était où à ce moment-là dans sa carrière? Il avait déjà gagné la Coupe Stanley Non, ça, c'était il avait fini de jouer. En là. plus? Oh my God. À la retraite, là. J'ai lu, tu sais, vous parlez de ça. Moi, ça m'a choqué d'apprendre que dans la période des fêtes, il y a quelqu'un qui s'était introduit chez votre père puis qui avait volé 2 bagues de la Coupe Stanley. Ouais. Puis c'est drôle parce que j'étais tellement content de lire plus loin que Henri avait pris, il s'était fait appeler plus tard à sa taverne. Puis il avait dit au gars, tu sais, il l'avait envoyé paître. Oui. Je trouvais que c'était à hauteur. Je trouvais ça cool à la limite. Je disais, Quinte, oui, t'as mis bien la Coupe Stanley, mais tu t'auras pas une scène de moi. Mais c'était une triste histoire quand même. Honnêtement, mon père, je pense qu'il était pas attaché à ce genre de choses. Là. Les biens matériels, pour lui, je pense que c'était plus ou moins important. Fait que l'autre qui a ses bagues, là, honnêtement, regarde, tu peux... là, évidemment, je dirais pas en nom tout ce qu'il a dit, mais je l'ai su, effectivement, mais en voulant dire, regarde là, la bague, puis mets-là où ce que je pense. Fais ce que tu veux avec. On va dire ça comme ça. Mais à part de ça, c'était fini. Lui, au même titre qu'Henri n'a jamais attaché d'importance à ses exploits, à sa carrière. Pour lui, les chiffres, là, c'était vraiment secondaire. Je comprends que les trophées, ça l'était pas davantage. Là. Alors, effacé, homme de peu de mots, on l'a dit et répété à maintes reprises. Alors, pour lui, là, il était vraiment au-dessus de ça. C'était pas... Puis tu sais, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles lui, il voulait pas de biographie. Parce que lui, je pense qu'il jugeait que c'était pas important, que c'était banal. Rien accompli de si extraordinaire à ses yeux. Je pense que c'est il était très humble, là, très humble, parce que, tu sais, je veux dire, autant sur le volet caritatif, le fait que, tu sais, aujourd'hui, on verra plus ça, un joueur qui va probablement jouer sa carrière au complet avec la même équipe, puis
Moi, ce que je trouve, tu sais, on vous a posé la question, le fait d'armes que votre père, tu sais, qui est le plus impressionnant, effectivement, que les 11 Coupes Stanley, c'est ça. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il a gagné dans les 3 décennies, dans le fond. C'est ça, moi, qui m'impressionne le plus. Mais moi, c'est même pas ça. Ah ouais? Ben, ça m'impressionne un peu, là, oui. J'espère! Ouais, quand même, Les quand même. 11 Coupes Stanley. Quand Tu sais, même. On parle de Tom Brady, en plus, dans le livre, juste donner une idée, pour le comparer au plus grand, là, tu sais. Non, mais moi, c'est pas... Ben oui, il y a ça, là, oui, c'est sûr. Mais encore plus, pour moi, là, c'est que quand il jouait junior de ça, puis que les gens disaient, regarde, il ne fera jamais la Ligue nationale, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs avec Canadiens. Ouais, ça, c'est complètement Puis à 160 livres, 5 pieds 7. Ça, honnêtement, Ouais, c'est le plus de matchs. Ça m'impressionne vraiment Ben qu'à oui. 160 livres, 5 pieds 7, qui ait joué le plus de matchs chez le Canadien. Ça, je le savais même pas, ça. Là. Je l'ai appris Ça, la c'est ce que dernière vous avez année. appris dans le Je livre. l'ai appris la dernière année, entre autres. Là. C'est ça, j'ai appris, Ouais. entre Et autres. qui plus est, Oui. Henri, on a manqué quelque chose comme 200 à cause des multiples Des blessures, blessures. puis Dieu sait qu'il n'a pas été épargné. Alors, si on ajoutait une partie de ces matchs-là, Henri serait tout près d'être le meilleur marqueur de l'histoire de Ben oui, Canadien. il Je était dis pas proche. qu'il y arriverait, parce qu'il y a en saison régulière, là, il y a 1000 quelques points. Et puis, Béliveau en a 1280, quelque chose du genre. Lafleur a 1240, à peu près. Alors, rajoute-en, Henri a fait plusieurs saisons de 70 parties. Alors, 200 parties, divise ça par 3 saisons. Ça donne 3 saisons, je veux dire. Tu le rapproches sensiblement Drôlement. des 2 premiers. Mais c'est sûr qu'avec le record des 11 coupes, on dirait que ça change tout. Là, tu sais. Ouais, oui. Ça éclipse vraiment. J'avoue que tout, oui, là. effectivement. Ça, dans le fond, c'est sûr que il y avait, quand la Coupe Stanley se gagnait à cette époque-là, moi j'ai compris qu'on ne pouvait pas partir avec. Il n'y avait pas de moment que vous quittiez avec la Coupe. C'est Guy Lafleur, là, à travers bien des anecdotes complexes, que la Coupe Stanley était kidnappée. La petite puis- visite à Tursault. Hein? Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, ce que je veux dire, c'est ça ressemblait à quoi les célébrations? Dans le livre, vous l'évoquez qu'à un moment donné, votre mère dit qu'elle se souvenait que dans le sous-sol, ça fêtait pour la Coupe Stanley. Ça pouvait ressembler à quoi à cette époque-là? Sans coupe. Sans coupe en plus, ouais. Mais je pense que, évidemment, après le défilé de La la Coupe. Sainte-Catherine, là, après ça, je pense que les joueurs faisaient la tournée un petit peu là. Ok. Ils venaient à la brasserie à mon père, ils allaient à la brasserie à Tourblais, ils allaient en tout cas, etc. Il y avait toutes des tavernes. Ben, des dans ce brasseries. temps-là, non, mais dans ce C'était temps-là, la mode. c'était un Ben peu. ouais, c'est hot. Ben, c'était pas juste la mode. Effectivement, c'est parce que je pense qu'il essayait de prévoir un peu l'après-carrière. Il essayait de prévoir que, tu sais, s'il y a une blessure, si sa carrière finit plus tôt, quoi que ce soit, qu'il se retrouve pas devant rien. Fait que là, il y avait quelque chose en backup, excusez. Non, on y va avec l'anglicisme. En tout cas, il y avait quelque chose que s'il était blessé puis qu'il pouvait plus rejouer, il y avait quelque chose sur quoi il pouvait continuer à vivre, tout simplement. Fait que je pense que c'était ça le but premier, là, d'avoir soit une taverne ou je sais pas quoi, un restaurant ou un bar ou peu importe là. Mais en tout cas, fait que ça a été C'est ça. hot, ça. Surtout. Ouais. Toi, t'as travaillé là, Oui. Denis, t'as Oui. vécu ça. Oui. Là, j'ai une drôle de question. Moi, quand j'étais jeune, mon père, il me disait qu'une taverne, il n'y avait pas le droit de femmes. Est-ce que les femmes pouvaient venir à votre taverne ou pas? Ben, au début, non, mais non. Mais non. Ah ouais, ça, c'est très drôle. Mais non, hein? Il n'y avait aucune femme. Ben non, mais... Mon Dieu, mais- Ah, c'est vrai, t'es jeune. Ben oui, moi, j'ai expliqué-moi ça. Là, on fait un voyage dans le temps. là. Dernier mois, on a vécu ça. L'époque des tavernes réservées aux hommes, C'était ça au début. c'était leur chasse gardée. Oui, mais- Et il y a eu une grosse contestation des hommes. Mais- Là, ça a été devenu les brasseries. Alors, tout s'est Léandre, plus toi que moi, là. Mais... quand même. non, c'est vrai qu'au départ, non, moi, quand j'étais plus jeune, là, il l'a eu en 1960, je pense, sa brasserie au début, sa taverne. Puis c'était effectivement une taverne où c'était simplement les hommes qui pouvaient aller là. Les femmes n'étaient pas admises dans les tavernes, tout ouais. simplement. Puis là, révolution, là, en tout cas, les femmes. Fait que finalement, là, à l'agrandissement, c'était en 73, l'agrandissement, je pense. Il a doublé la superficie, puis là, il a changé ça en brasserie.
Puis là, évidemment, les femmes pouvaient entrer. Là, Cool. Mais non, au départ, là, c'était... Ben oui, je comprends. C'était une petite taverne de rien, là. C'était tout petit, des petites tables, ils remplissaient ça de verres de bière, puis ça buvait un petit peu. Ben là. oui, c'est clair. C'était l'époque que les gens, il y avait des télévisions pour venir écouter les matchs. Est-ce que c'était quelque chose qu'on pouvait aller voir les games directement à la taverne? Il y avait plusieurs télévisions, il y avait un grand écran, tout ça. Fait que, les matchs étaient toujours diffusés là, à la brasserie. Là. Les joueurs se tenaient tous régulièrement là? Non, okay. non. Ils venaient après la Coupe Stanley. Il y en a quelques-uns qui venaient à l'occasion, tout ça. Mais non, mais il y avait beaucoup de joueurs quand même qui venaient de l'extérieur, tout ça. Donc, les joueurs n'étaient pas toujours rendus là. Non, ils venaient quelques fois par année là, pour fêter, des choses comme ça. Mais sinon, pas tant que ça. Il y avait des clients réguliers. Puis c'était à l'époque aussi où il y avait beaucoup de construction autour de la brasserie, là, sur Avenue du Parc. Puis, c'est l'heure du dîner, les travailleurs venaient dîner là. Puis, ça marchait fort. Ça marchait fort. Il y a eu des années là où c'était vraiment le lieu de rencontre. Je dirais, là, les travailleurs le midi, puis le soir, les amateurs de sport surtout. Là. Okay. Fait que ça a été ça pas mal. Là. Et ce que j'en ai su, c'est-à-dire ce que j'en ai vu, Henri était très fréquent à sa taverne. Ça, c'est capoté. Pour rencontrer les... Parce que... D'ailleurs, on a plusieurs photos qui ont témoigné. On a publié une, mais il y en a eu beaucoup plus que ça. Mais à l'époque, effectivement... elle était connue, la brasserie, puis la taverne au départ, mais plutôt la brasserie. Puis il y a beaucoup de monde qui venait de l'extérieur, qui venait de Toronto, en tout cas des autres, puis qui voulaient venir voir la brasserie à mon père. Fait que ça, puis souvent, effectivement, quand mon père était là, ben là, les gens là, étaient vraiment impressionnés. Ben oui. Puis ils faisaient des photos avec mon père, tout ça. Exact. Fait que les gens aimaient beaucoup que mon père soit là. C'est ça, c'est exactement ça que je trouve capoté, parce que moi, j'étais allé me faire couper les cheveux chez Ménic. Pour vivre l'expérience. Un autre classique. Je pas, un autre classique. Oui. Puis moi, je m'étais dit, c'est sûr, je me serais tenu là à comme poser des questions, vivre l'époque, puis tout ça. Fait que je trouvais ça écœurant que les joueurs, ça les rendait accessibles. Tu sais, à cette heure, les joueurs, ils ont un compte Facebook, Instagram. Dans le temps, il y a des tavernes, brasseries. Je trouve ça encore bien plus hot, là, tu sais. Est-ce que, si je compare les deux pour votre père, là, puis on retourne au temps, est-ce que ça a été plus dur de fermer la brasserie ou ça a été plus dur d'arrêter le hockey? C'est la première fois que je me fais poser cette question-là. C'est différent. Premièrement, arrêter de jouer au hockey, je pense que là, il était rendu au bout, là, je pense. Là, fait que ça, je pense qu'il était déjà rendu là. Mais la taverne, la brasserie, je pense qu'il aurait voulu qu'un de ses enfants reprenne ça pour je pense qu'il aurait bien aimé ça, effectivement. Mais on était ailleurs. Puis là, tu sais, on avait chacun nos affaires, puis finalement, ça n'a pas donné suite. Fait que je pense que ça y a fait un petit pincement au cœur quand il a dû fermer sa brasserie. Là. Je pense que ça a été une grosse affaire parce que il aimait bien sa brasserie. Puis, tu sais, même si il parlait pas beaucoup, même si je pense qu'il aimait quand même rencontrer les gens, il aimait ça à sa taverne, que les gens venaient lui parler. Je pense que ça, il vivait de ça. Je pense qu'il appréciait beaucoup les gens. Fait que... Faut que je comprenne quelque chose. Il y a un bout dans le livre qui m'a comme renversé. Là. J'étais genre, qu'est-ce que c'est ça? Parce que là, vous parlez du contact avec le public, on parle de ça, tu sais, le côté social. Ça pouvait ressembler à quoi? Vous avez dit que lui et Jean-Guy Talbot, ils étaient allés suivre des cours de personnalité dans le milieu des années 60. Comment ça pouvait se traduire? Ça, c'était quoi? Ça, c'était-tu un secret de votre mère? C'est-tu elle qui avait suggéré ça? C'est bien spécial. En fait, les cours qu'ils ont suivis, c'était plus en rapport, probablement, à la suggestion de l'équipe. C'était d'abord pour prendre des notions d'anglais, parce qu'il y avait quand même un certain nombre d'amateurs anglophones, et aussi pour apprendre à communiquer avec les gens, parce que on va se répéter, Henri est un homme de peu de mots. Alors, pour apprendre à répondre aux gens qui le sollicitaient, qui voulaient le rencontrer, alors c'était une façon d'en apprendre davantage comment se comporter en public, ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui un cours de communication ou quelque chose du genre. OK. C'était aussi simple que ça. Là. Mais oui, mais il y a un aspect que moi je tiens à apporter, auquel je tiens absolument, c'est le rapport d'Henri avec les enfants.
OK. Le rapport, on en parle à quelques reprises dans le bouquin, mais Henri est un des joueurs. C'est encore un peu le cas pour plusieurs aujourd'hui, mais dans son cas, c'était particulier. Henri n'a jamais refusé un autographe à personne, mais encore moins un enfant. On a des photos qui en témoignent dans le livre, et Denis pourrait te conter une séance qui s'était produite à la sortie d'un match. Alors, tant et aussi longtemps qu'il y avait un enfant qui voulait le voir, qui voulait lui parler. On a fait une entrevue avec Mario Langlois cette semaine où il évoquait qu'il avait cité un match avec Henri, à côté d'Henri avec son petit garçon. Ouais. Puis Henri s'amusait à voler du popcorn aux jeunes. Alors ça a établi une certaine complicité entre les deux. Et ça, c'est exactement... Moi, personnellement, j'ai découvert cet aspect-là de la personnalité d'Henri, que je ne connaissais pas comme tel, mais qui m'a fait énormément plaisir de voir. Puis c'est pour ça que je tenais à ce qu'on ait au moins quelques photos. Vous avez bien fait de le dire. Ça, c'était pas facile, hein? Parce que, tu sais, le livre, il fait beaucoup mention. Tu sais, si je regarde le texte de fond, la trame de fond, vous deviez partager votre père sans arrêt avec ce bout-là, tu sais, dire d'aller faire des commissions, aller au restaurant. C'était pas évident. Mais tu sais, d'emblée, il était pas souvent là. C'est correct. Je dirais pas n'importe quoi, là. Il était toujours parti, là, évidemment, soit jouer au hockey, soit en promotion, soit tournoi de golf, soit tournoi de cheval, peu importe, là. Fait qu'il était pas souvent à la maison. Puis ma mère, une chance qu'elle gardait les rênes assez serrées, là, parce que mon père était vraiment absent. Mais puis c'est un paradoxe un petit peu parce que effectivement il aimait effectivement beaucoup les enfants, mais il était pas souvent à la maison. Il y en avait 5 enfants chez eux. Mais ça fait drôle à dire là, mais il aimait effectivement les enfants. Moi, j'ai eu connaissance à plusieurs reprises là que quand venait quelqu'un là, avec son jeune, ben la première personne qui regardait là quand il venait vers une autographe, il regardait le jeune puis il essayait plus de jaser avec le jeune qu'avec le parent. On dirait qu'il était plus à l'aise avec les enfants. Ça se peut. Puis tu sais, même, en tout cas, là, peut-être on pourra en reparler, mais même dans les derniers moments de sa maladie, là... la dernière photo, c'est celle avec ses petits-enfants. Bon, ça, c'est mes 3 petits-fils, là, moi. Ouais. Puis quand il voyait un enfant, là, même les derniers moments de sa maladie, là, quasiment, là, on dirait qu'il y avait une petite lueur dans ses yeux, puis qu'il souriait quand il voyait un enfant. À la fin, quand il nous voyait, tu sais, bon, des fois, il n'y avait pas vraiment de réaction, mais quand il voyait un enfant, ça s'allumait, puis on dirait que là, il était comme plus... il essayait de créer un contact visuel, puis il riait, puis il trouvait ça bien intéressant d'avoir un jeune ou un bébé, là, avec ma petite fille aussi, la fille et ma fille. Dans la chambre, elle arrive avec, puis là, il se met à sourire. Puis c'est drôle parce qu'il faisait pas ça avec des adultes aussi. Là. OK. Mais ça se peut, c'est super. Tu sais, moi, j'aurais été un jeune que je me serais trouvé devant un joueur du Canadien, puis que, tu sais, Richard prenne le temps de me signer un autographe. Je veux dire, je peux pas oublier ça. Là, je trouve que tant mieux qu'il y avait cette aisance-là. Moi, je trouve que pour les fans, en plus, je me mets dans la peau de dire que quand j'ai commencé mon travail de recherche, il y avait un paquet de gens que, tu sais, dès que je disais Henri Richard, les femmes, ils me disaient beaucoup qu'ils trouvaient que c'était un bel homme, là, je le cacherai pas. Ah, oui? Puis, il y avait beaucoup de jeunes en fait, mon père, des gens que je connais, qui se souviennent très jeunes d'avoir eu un contact avec votre père. Ah oui? Tu sais, qui avait eu cette proximité-là, puis qui était généreux énormément en ce sens. C'est tout à son honneur. Moi, je veux revenir sur 4-5 choses que vous avez notées dans le livre que je trouve vraiment drôle. Ça m'a vraiment fait rire. Ça, j'en revenais pas. C'est le bout qui me fait le plus rire. Il y a eu un moment donné, Henri n'a jamais joué avec un casque. Non. Mais il y a eu une occasion qui a peut-être fait en sorte qu'il a passé proche de porter son casque. Puis je vais vous laisser me le raconter. Mais moi, ça me fait vraiment rire, ça. C'est l'histoire des cheveux blancs. Oui. Oh, oui. OK, j'avais oublié il était prêt à porter un casque parce qu'il aimait pas ses cheveux blancs. Exactement. Et puis ça, j'ai trouvé ça justement dans les recherches, dans un article de journal, où Henri a décidé de porter un casque justement parce que il voulait très, très coquet. Il voulait pas que les gens le voient comme vieilli. Hey, ça, mais tu vois, moi, j'ai pas vraiment eu connaissance de ça. Oui, là, parce que lui, moi, dans ma tête, je l'ai jamais vu avec un casque. Là, puis
il y a eu souvent des blessures là, à la tête, au-dessus d'un œil, des pointures. Il y en a eu beaucoup, là. Oui. Fait que, tu sais, au-delà de ça, c'est dur de croire qu'en ayant un œil au beurre noir, tu te soucies de tes cheveux gris en dessous d'un casque, là, tu sais, c'est... Parce que moi-même, je suis un peu surpris de ça, parce que je sais que, non, mais même par la suite, quand il a pris sa retraite, puis qu'il jouait avec les anciens Canadiens, il a jamais joué avec des casques, il a jamais voulu, il trouvait que ça le fatiguait, puis... Je comprends. Mais on n'a pas de photos pour en témoigner. Non, je comprends. Évidemment, Sacrifice. Entre journalistes, on se croit. Alors moi, puisque ça a été écrit par un journaliste quand même d'expérience. Ça se peut, Alors, moi... Mais je trouve ça incroyable de dire que ça prouvait la témérité de votre père, que le seul élément qui aurait justifié le port du casque, c'est les cheveux gris. Moi, ça me fait cavaler parce que, tu sais, en plus, je vois beaucoup d'images que ça semblait... Tu sais, on parle... j'essaie d'analyser, j'ai demandé à beaucoup de gens de me parler du jeu. Tu sais, je voulais comprendre quel genre de joueur. Puis là, je disais, nomme-moi une qualité qui revenait. Fait que là, tu sais, fabricant de jeu, ça revenait beaucoup. Acharné, ça revenait beaucoup. Et ce qui revenait vraiment, c'est protection de rondelle. Tout le monde disait que votre père, c'était impossible pratiquement d'y enlever la rondelle. Mais ce qui ressortait aussi, c'est qu'autour du filet du gardien, il était vraiment présent. Fait que là, je me disais, quelle bonne raison de porter un casque, là. Tu sais, je veux dire, les joueurs shotent vers le but. Fait que j'aurais trouvé ça logique pour dire, tu sais, mettons, il y aurait une blessure au visage de dire, pour ce match-là, je vais porter un casque, mais c'était impossible. Il voulait pas. Mais tu sais, faut dire qu'au départ, quand il a commencé à jouer en 55, il n'y a personne qui avait un casque, là, ça, c'est sûr. Puis je pense qu'avec les années, il y en a qui ont commencé à en porter, mais lui a toujours refusé. Là, ça le fatiguait. Je comprends très bien. Probablement. Mais sa ténacité dont tu fais écho, autour du filet, la plus belle comparaison que j'ai eue, c'est justement Lise Richard qui m'a faite, lorsqu'elle a mentionné que le joueur qu'elle préférait, c'était Brendan Gallagher actuellement, et ça ne peut pas être meilleure comparaison. Exact. Parce que, au point de vue ténacité... La grandeur. Rappelons-nous la photo du dernier match du Canadien où Gallagher, la bouche ensanglantée, engueule l'adversaire. C'est typiquement Henri Richard. C'est hot, ça. Moi, je suis content de vivre un peu ça, parce que quand je lis le livre, je le vois qu'il y avait des matchs que je sais pas comment votre mère a fait pour écouter la game au complet, là, tellement c'était sanglant, ou c'était... Tu sais, elle devait se dire, mon Dieu, il va revenir à la maison, ça va être quelque chose, là, tu sais. Puis c'est drôle, hein? Elle m'a toujours dit que... Ma mère m'a toujours dit que... Elle n'a jamais eu peur pour mon père. Elle haïssait pas ça, même, que quand ça jouait rough, tout ça. Puis elle me disait... non, elle m'a toujours dit ça, elle. Moi, elle dit, j'ai jamais eu peur pour ton père. Là, moi, incroyable. Non, c'est vrai. Incroyable. Ouais. Votre père, il était reconnu comme un homme qui avait un caractère assez bouillant, par exemple. Puis, moi, je vais le laisser le compter parce que je trouve ça fantastique, mais l'anecdote de Pierre Trudeau au golf, je la trouve savoureuse. Oui. Je vous laisse compter ça. C'est parce que ça, moi-même, mais j'ai toujours pensé que c'était une légende urbaine. C'est vrai. J'ai toujours pensé ça, parce que je l'avais déjà entendu parler, puis je n'avais dit j'avais dit, c'est-tu vrai cette affaire-là? Ben non. Non, c'est pas vrai cette affaire. Mais effectivement, Pierre Trudeau, quand j'y ai parlé, c'est l'an dernier, il dit là, ton père, là, il m'a raconté ça. Effectivement, mon père était fâché de son jeu au golf, puis les premières balles dans l'eau, je pense. Puis là, il en joue un autre, encore dans l'eau. Fait que là, il était en mode. Là, effectivement, là, il bouillait. Puis je sais pas si c'est la troisième balle ou une balle de golf, mais en tout cas, là, il était tellement maudit qu'il a pris son sac de golf puis il l'a lancé dans le lac. Fait que là, il s'est rendu compte que ses clés d'auto étaient dans le sac. Fait que finalement, il est allé dans l'eau pour ramasser son sac, il a pris ses clés, il a relancé le sac, puis il est retourné avec ses clés. Ça c'est magique. Mais il y avait un autre légende urbaine qui disait qu'il y avait un cadet, puis qu'il avait lancé le cadet dans l'eau aussi, mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Là. Parce qu'à votre père, ce qui ressortait, c'est que c'était une force de la nature, là, toute l'histoire de... Tu sais, il y avait quasiment des exploits physiques en soi, là, des histoires de, tu sais, 3 combats le même soir. Tu sais, que même en vieillissant, il était encore vraiment dur, il avait une poigne. Puis la notion de la nage, là, vous avez mentionné ça, j'ai été vérifié après qu'est-ce que ça pouvait représenter, où il allait nager pour se tenir en forme. Ouais. Ça aussi, c'est quand même incroyable. Ben, je dirais même que c'est téméraire. Oui, c'est ça. Très téméraire. Parce qu'effectivement, je demeure pas tellement loin de là.
le pont de l'île Perry, là, à Montréal, en Annecy. Puis, effectivement, ce coin-là, mon Dieu, la rivière des Prairies est assez intense, puis il y a beaucoup de remous. Il allait nager là. Ben, ça a l'air à ça. Puis, à l'époque du parc Belmont, qui était un petit peu plus en amont, il partait de là, puis il nageait, puis ma mère le suivait en canot jusqu'à chez eux. Regarde, je vois ça effrayant, là. Il me semble qu'il y a beaucoup trop de courant, mais en tout cas, ça a l'air qu'il le faisait, puis effectivement, il paraît que c'est tout à fait vrai. Ma mère m'a confirmé ça. Fait que... Faut parler de la relation entre Henri et le Canadien, l'organisation. Ça fait plusieurs biographies que je lis. Puis ce qui ressort aussi, c'est que c'est pas une relation facile. Honnêtement, tu sais, même si après, tu sais, un peu le concept d'un soldat qui a défendu son pays, puis qui a un peu l'impression de m'amener d'être oublié, là, c'est l'image que j'ai un petit peu que c'était pas toujours évident, même si moi, je suis un fan. Je tripe sur cette équipe-là. C'était une fierté de porter ça. Tu sais, ça m'a un peu choqué quand j'ai appris que Maurice il avait perdu ses billets de saison parce qu'il avait décidé de tenter sa chance comme entraîneur. Vous, comment vous avez appris ça quand cet événement-là il était arrivé? Ben, en fait, moi, je l'ai suivi dans les journaux parce que j'ai toujours été assidu à tout ce qui... pour les journaux, même du fond de mon rang 4 à Palmerol. Et après ça, au fur et à mesure, celle-là, évidemment, moi, j'étais personnellement qui féru un peu beaucoup des Nordiques, comme je mentionnais tantôt avant l'entrevue. J'étais tout content de voir que... C'est pas grave, là, ça se corrige, ça. Oui, mais ça, on est persistant. Mais de voir que Maurice allait avec les Nordiques, pour moi, c'était une bonne nouvelle. Évidemment, ça n'a pas duré très, très longtemps. Mais c'est pas la seule fois que, pour dire les choses comme elles sont, que le Canadien fait des coups assez bas, assez plus légendaires joueurs. Mais bon, effectivement, c'est une période triste, comme moi je trouve encore plus triste. Ça réfère à 1974, lorsque Scotty Bowman a décidé de laisser Henri de côté, sans même le prévenir, sauf au tableau de le mentionner qui jouerait ce match-là. Maurice, qui n'était pas retombé en amour avec les Canadiens, mais qui avait effectivement accepté d'assister à cette partie inaugurale. On parle de 1974, qui est la dernière année d'Henri avec les Canadiens. Alors ça, pour moi, ça a été l'insult suprême, et il a fallu effectivement toute la persuasion puis toute la bonne volonté de Sam Pollock, qui s'est chargé d'essayer de réparer les pots puis d'aller voir Henri. Il en est revenu, pas certain qu'Henri pourrait revenir, évidemment. Denis a hâte d'intervenir, hein? Je vais pas finir. Oui, vas-y, je t'attends dans le détour. Et c'est lui qui a essayé de convaincre Henri de revenir, mais il s'en est retourné, pas certain du tout qu'il avait réussi. Mais finalement, Henri a dit après, je retourne à cause justement de M. Pollock, pas à cause de Scotty, qu'on nomme pas, même pas. Et évidemment, tout ça s'est enchaîné. Et ça, c'est malheureusement un autre exemple du manque de respect que trop souvent l'organisation a eu à l'endroit des erreurs. Bon, OK. Là, hein? Non, moi, au risque de me faire lancer des tomates par les angles, tu sais, d'une certaine façon, puis là, je me fais l'avocat du diable. Non, je comprends. D'une certaine façon, que mon oncle Maurice ait perdu ses billets parce qu'il s'en allait pour les Nordiques. On peut-tu blâmer les Canadiens et dire, hey, tu t'en vas pour nos ennemis jurés? Absolument. Puis on te laisse des billets. Moi, dans ma tête, c'est un petit peu normal. Là, mais ça n'enlève rien, Denis, ça n'enlève rien à ce que Maurice a fait pour essuyer corps et âme, eau et sang pour cette équipe-là. Alors, ça n'enlève absolument rien. Ouais, et c'est pas parce que tu décides de changer de carrière que tes anciens employeurs doivent te renier pour autant. Non, regarde, je comprends ça. Mais ça ne sera pas des tomates, ça va être des pavés. J'adore que la discussion est comme ça, les gars, c'est fantastique. Mais concernant mon père,
moi, le club de hockey canadien a toujours été bon avec mon père. Oui. Moi, là, Même après? J'ai toujours eu un respect très grand pour l'organisation du Canadien avec mon père. Ils l'ont toujours bien traité. Il a toujours été, bien traité. Puis, tu sais, à l'époque, c'était Ronald Coré que, tu sais, les Canadiens, ils cherchaient, à l'époque du Forum, ils cherchaient un endroit pour peut-être les femmes des joueurs puissent avoir un endroit pour se recueillir, réunir ensemble. Puis c'est Ronald Coré, à l'époque, quand il était président, qui a finalement acquiescé à une demande. C'était avec mon père puis Jean-Guy Talbot, je pense. Il a dit que ça serait une bonne idée d'avoir un endroit pour le salon. Pas juste des anciens, le salon des femmes des joueurs, puis par la suite, le salon des anciens. Puis ça a été perpétué, ça continue encore. Fait que encore là, même d'ailleurs, quand on y va, on va là. Voilà, ça c'est m'amènerie, c'est possible. Oui, si ça peut revenir. Mais je pense que, je pense que, en tout cas, avec mon père, là, je pense que le club de hockey canadien, moi, j'ai pas un mot à dire, il a toujours été très, très bien traité. Okay. Mais il faut, je pense que le moment est propice pour louer le rôle de Ronald Coré par rapport à l'histoire. Oui. Ronald Coré lui, avait conscience de l'histoire, de perpétuer cette histoire-là. Il était sensible à ça. Il parlait de l'espace pour les épouses des joueurs. Les ambassadeurs du Canadien, c'est Ronald Coré également. Alors, lui, son règne, si on peut dire, a été marqué de cette reconnaissance-là envers les anciens, et je pense qu'il faut lui rendre hommage pour ça. Fantastique. C'est lui aussi, là, au niveau du Centre Bell aussi, qui a travaillé beaucoup, qui a travaillé fort aussi pour la construction du Centre Bell aussi, si je ne me trompe pas. Effectivement. Le leg est... ce que vous dites aussi, c'est un peu comme... le leg est plus important qu'on peut l'imaginer de la part de M. Coré envers le club canadien. C'est ça que vous dites? Absolument, absolument. Et puis, si jamais on a la chance de le faire de façon plus concrète, moi, je suis un de ceux qui seraient très intéressé à souligner cet apport. Parfait. Fait que dans 10 jours, on pourrait savoir... Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là encore. Moi, Ronald Coré, là, je le connaissais pas plus que ça, là, tu sais, puis je l'ai même surtout connu quand il venait voir mon père, quand il était placé les dernières années, puis j'ai eu plus de relations avec lui, Ronald Coré, là, puis je trouvais que Ronald Coré, quand il venait voir mon père, il était sincère, il avait l'air attaché, il avait l'air vraiment à aimer mon père. Fait que pour moi, là, qu'il fasse la préface, c'était une priorité pour moi, que Ronald Coré fasse la préface, parce que... c'est ton idée, d'ailleurs. Ben, c'est mon idée, oui, c'est sûr, c'est mon idée, puis j'y tenais aussi. Puis Mais vous jugiez que c'était la personne idéale dans le contexte? Oui, parce que moi, là, c'était mon premier choix, là, que c'était lui, ben, j'avais juste un choix. C'est Ronald Coré, parce qu'effectivement, Ronald Coré, il a toujours été très gentil avec mon père. Je pense qu'il aimait beaucoup mon père, puis je pense que il y avait une relation vraiment intéressante avec mon père, là. Puis non, moi, j'ai vraiment été vraiment content qu'il accepte. Puis quand je l'ai rencontré, qu'on a dîné ensemble, puis que toute la discussion qu'on a eue, bon, j'ai tout enregistré ça, j'ai écrit ça, j'ai envoyé ça à Léon, il a inséré ça dans le texte. Il m'a dit plein de petites anecdotes qu'il m'a données, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir dîné avec lui. On le sent à la part de Et la preuve que Ronald Coré tenait à témoigner, il s'est repris 3 fois pour faire sa préface. Ah oui. Évidemment, au début, on aimait moins. On trouvait qu'il nous voilait un peu des histoires. Mais finalement, de lui-même, il s'est repris. Il a fait une excellente préface. D'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'il y a 2 personnes dans l'organisation du Canadien qui sont restées très, très proches d'Henri. Puis, Monsieur Hull. Denis peut en témoigner. Régent Hull et Ronald Coré. Wow. Régent Hull, jusqu'à la fin, et même dans l'hommage que lui a été rendu au Centre Bell à son décès, a joué un rôle immense. Et Ronald Coré, la même chose, préalablement. Je seconde. Je voulais vous demander, parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt, tu sais, la collaboration du club de hockey canadien par rapport au livre, on parle nécessairement de la photo sur la couverture. Moi, je trouve que ça lui rend hommage. Qui avait pris cette photo-là? Et je trouve que... Là, tu nous embarques dans une longue discussion. On a eu des discussions là-dessus. Là, oui. Pour résumer l'histoire, disons que
C'est à peu près la, je dirais, 7e, 8e photo qui a finalement été retenue. Il y a eu plusieurs suggestions. Moi, personnellement, j'ai été fervent de montage de photos de différentes époques et de familles. Et puis, bon, il y a des questions monétaires à considérer. Puis, c'était pas l'avis général de la maison d'édition, des éditions de l'Homme, et de Liette Mercier, qui était directement responsable du dossier. Là, finalement, il y a eu des photos qui ont été suggérées par différentes personnes, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on nous arrive avec un choix de différentes photos. Et puis, celle-là, c'est une photo qui est extraite d'une scène qui s'est passée contre les Rangers de New York. À un moment donné, à force de faire les photos, je dis, hop, celle-là, reviens-toi en arrière un petit peu, avec Julien, avec qui je parlais, qui était le graphiste des éditions. Et puis, finalement, bon, les éditions semblaient préférer une autre photo. Fait que là, on a convenu de prendre à peu près 4-5 choix différents. Puis on a dit, OK, on va passer ça au vote parce qu'il y avait eux autres, ils ont leur comité de rédaction qui évalue aussi qu'est-ce qui est le plus vendeur, entre guillemets. Alors finalement, ils nous ont envoyé ça à tout le monde et sans qu'on se consulte, Denis et moi, on est tombé sur cette... Moi, j'y tenais mordicus et Denis a eu le même choix sans m'en parler. Alors, ça l'a... C'est fantastique. Mais c'est une histoire de plusieurs semaines. Mais c'est vrai, les dernières, il y avait le choix de, je pense, 5 photos. Puis là, on s'est parlé, on s'est dit, OK, toi, vas-y dans tes choix, 1, 2, 3, 4, 5. Puis moi, je voyais avec mes choix 1, 2, 3, 4, 5. Puis après, on va se consulter. Puis on avait tous les deux le premier choix, c'était celle-là. Elle est vraiment écœurante, cette photo-là. Elle est typique du jeu d'Henri Richard, fabricant de jeux, acharné, déterminé avec la rondelle. Alors, c'était un choix qui... Moi, ce que j'avais surtout remarqué, c'est que le bâton droit, votre père, il a connu le switch vers les bâtons courbés. Oui. Je sais pas si c'est vrai, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que même quand les bâtons courbés sont arrivés, que Henri préférait de continuer de jouer avec une palette droite pendant un certain moment. J'ai aucune idée si c'est vrai, mais c'était un fait qui m'avait été apporté. Puis la photo, quand j'ai vu ça, je dis « Ah oui, il y avait la palette droite. » C'est drôle, mais c'était une révolution quand même pour cette époque-là. Ça, c'est une photo qui a dû être prise. Henri est devenu capitaine en 71, sauf erreur. Les 4 dernières années, oui. Ouais. Alors, je dirais que c'est la fin des années 60. Il n'y a pas de casque, il n'y a pas de feu gris non plus. Il y a le A de Atlanta. Il était adjoint, donc il était adjoint une couple d'années. Alors, c'est ça, fin 60. Quand il est arrivé l'incident avec M. Bowman, qui avait demandé à ce qu'il ne joue pas le premier match d'ouverture, est-ce qu'il était capitaine à ce moment-là? Oui, c'est sa dernière année. C'est sa dernière année. C'est sa dernière année. Ça, c'est rough parce que je peux pas croire, tu sais, c'est ton capitaine. C'est un match d'ouverture. Non, mais le dire, c'est quoi, ils ont donné le C à un autre joueur par intérim, comme, tu sais, c'est spécial pour le match d'ouverture. Je dois avouer que, tu sais, quand j'y repense, là, c'est spécial. Mais tu vois, ça, c'est une autre affaire que j'ai appris parce que je savais... Vous saviez pas ça? Je savais pas du tout. Quand il a fait ça, je dis, ben oui, non, c'est vrai cette affaire-là? J'ai demandé à ma mère, elle dit, oui. Elle dit, moi, là, ce côté-là, à cause de ça, là, ça n'a pas été... Mais j'ai trouvé ça beau, pareil, que par après, votre père, il y a eu quand même parce qu'il a écrit d'excellents articles, j'essaie d'en retrouver, de voir, puis j'ai vu qu'il a mentionné même que Al McNeil ou même Monsieur Bowman, il y a comme eu une paix à travers ça. Je sais pas s'ils sont revus par la suite ou à travers les événements du Canadien, mais je trouvais ça bien parce que je trouve ça triste de penser que ces deux grands, là, on parle, je veux dire, un des plus grands entraîneurs de l'histoire de la Ligue nationale, c'était un monsieur qui était quand même particulier, ça ressort beaucoup dans tous les livres, mais j'étais content que même lui, il fasse ce constat-là. Deux choses. Al McNeil... Trois choses, on va avoir une troisième après. La troisième. Al McNeil, Henri a écrit, justement, on peut te passer le scriptbook, il y a un scriptbook complet là-dessus. Henri a écrit qu'il n'aurait pas dû critiquer Al McNeil, puis qu'il l'a regretté quelques années après. Bon, ça va bon pour une chose. Dans le cas de Scotty Bowman, Henri, je pense, j'ose avancer le mot détestait Scotty Bowman. Il n'est pas le seul d'ailleurs, là, parmi les autres. C'est fou, hein, Mais dans une de ses chroniques,
a reconnu que s'il avait à composer une équipe de rêve, Scotty Bowman serait l'entraîneur. Ouais, c'est ça. Ça dit tout. Hein. Puis vous, Ben, Denis? moi, la seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que mon père était pas rancunier. Il était, par exemple, il n'y avait pas de filtre, là, beaucoup, là. Fait que donc, il disait immédiatement, il n'y avait pas de retenue, là. Mais un coup que c'était dit, après, je pense que lui, après, il faisait appel avec ça, puis c'est ça, il était pas rancunier. Fait que oui, effectivement, par la suite, même chose pour Serge Savard, là, où, il y avait un incident, là. Mais après ça, il est on passe à autre chose. Ouais, c'est ça. C'était comme ça simplement. pour ce temps. Lui, il n'y avait pas de rancune. Faut que j'aborde le volet de ta mère, de votre mère. Moi, je considère que c'est fou comment on voit l'apport et l'implication. J'avais écouté un reportage à RDS, Trajectoire, il y a plusieurs années, où il mentionnait que votre mère a même évalué le jeu de votre père pour lui dire, ouais, tu sais, ce chef-là, il y a eu ça. C'est vrai, ça, c'est incroyable de penser ça. Ben, oui, c'est vrai. Ben, tu sais, depuis... Ils ont toujours été ensemble. Ouais, c'est complètement fait que c'est fou. sûr qu'elle connaissait bien, là. Ils se connaissaient bien. Puis, ben, ma mère, elle connaît bien le hockey aussi. Elle suivait tous les matchs. Elle les suit encore. Fait qu'elle connaît très bien le hockey. Ma mère, là, c'est une fan. C'est pas juste une fan, c'est une connaisseuse de hockey aussi, là. Puis, effectivement, quand il y avait des mauvais matchs... des fois, il disait, elle commençait à y en parler dans l'auto, puis là, il a dit non, parle-moi-en pas, là. Fait qu'elle rendue à la maison, là, elle pouvait y en parler. Mais dans l'auto, là, pas un mot. Mais rendue à la maison, là, elle pouvait dire, là, regarde, telle affaire, puis il le prenait, tout simplement, et pas le choix. Mais effectivement, parce qu'elle connaissait ça, puis il s'en rendait compte, je pense. Et d'ailleurs, ça remonte beaucoup plus loin que ça. Dans les premiers chapitres, si tu te rappelles, il n'y a rien qui faisait plus plaisir à Lise que de servir de gardien. Oui, dans l'équipe. À l'équipe. Pour remplacer. Pour remplacer, bon, pour suivre le jeu. Pas juste à cause d'Henri, parce qu'elle aimait. Elle aimait le hockey. Alors, il n'y a rien qui lui faisait plus plaisir que de se retrouver sur la glace. Ça, c'est vrai. Elle me l'a reconfirmé. Et puis, je suis resté surpris, là. Elle dit, oui, elle dit, je remplaçais quand il jouait, là, pas quand il jouait junior, là, mais quand il jouait avec ses amis, tout ça, puis qu'il manquait un joueur, ben, elle a remplacé le joueur. Puis, incroyable. Oui, puis elle aimait bien ça. Elle aimait bien ça. La dernière question que j'ai, c'est que c'est rare, ça m'arrive, là, j'ai lu, il y a une séquence dans le livre que j'ai dû relire 3-4 fois pour être sûr que je comprends bien, puis je vous l'avoue, je suis pas sûr encore, je veux comprendre que vous me l'expliquiez. Il y a été mention qu'à un moment donné, en 68, Henri, il a donné des cours de hockey aux soldats canadiens, mais je veux juste valider, est-ce que ça s'est vraiment passé en Allemagne ou ça s'est passé pour les enfants? J'essaie de comprendre, j'avais beau essayer de lire, je n'étais pas certain de comprendre comment. Il arrivait souvent à cette époque-là que le Canadien, en collaboration avec l'armée canadienne, déléguait des joueurs pour rencontrer, évidemment, question de relations publiques aussi, pour rencontrer les soldats cantonnés soit en Allemagne, soit ailleurs. Alors, on a profité de l'occasion pour faire des séances d'école de hockey, si on peut prendre l'expression, avec les enfants des joueurs et possiblement les autres petits amateurs de jeu, parce que le hockey a quand même toujours été populaire en Allemagne. Merci beaucoup à l'armée canadienne qui a sûrement réussi à le populariser, ce qui est tout à fait mais effectivement, il y avait une base des soldats canadiens en Allemagne, puis il avait été en Allemagne. En Allemagne, c'est incroyable, ça. Tu sais, je veux dire, moi, je suis un soldat, Henri-Richard débarque. Tu sais, votre père, en plus, se retrouvait en Europe, dans tout ce contexte-là. Je trouve ça vraiment cool, puis je trouvais ça touchant de dire les soldats, ça devait, tu sais, puis je trouvais que... T'sais, dans mon esprit, c'était un soldat pour le Canadien, votre père. Fait que je trouvais que l'image était parfaite dans le contexte actuel. Ben, c'est exactement... Moi, je suis... je l'ai dit tantôt, je suis originaire d'une petite région. Alors, lorsque on voyait... c'est arrivé à l'époque, le Canadien débarquait... c'était une grosse publicité. Les Canadiens débarquaient pour venir jouer contre une équipe locale. Alors, c'est l'événement au village. Et ça devait être exactement la même chose. À l'époque. Au niveau de l'armée. Alors,
c'est un moment dans une vie, ça, que tu n'oublies jamais. C'est fou, hein? Ce livre-là, tu sais, je vous le dis, là, moi, ça m'a fait du bien parce qu'on n'a pas de hockey en ce moment. Vous l'avez sorti à un bon moment quand même. Ce livre-là, il parle d'atteindre ses rêves. Votre père avait 3 rêves, il les a atteints. Ça parle de se faire dire qu'on est trop petit, on réussit à le faire quand même. Il y a une belle histoire d'amour, il y a de l'humour. Ça parle de hockey. Pour moi, c'était le plus beau cadeau d'avant les fêtes. On va en faire tirer, puis tout ça. Je vous remercie d'avoir créé ce livre-là. Sébastien, je vais te demander de t'approcher vite. J'ai quelque chose à vous demander. Je vais vous prendre de court, mais j'avais prévu de faire ça parce que je trouve ça très beau quand ça se fait. Sébastien, je vais te demander de remettre ça à monsieur Richard, s'il te plaît. J'ai sélectionné un passage que j'ai lu avant de m'en venir aujourd'hui. Puis je vais vous demander de nous le lire si ça vous dérange pas. J'ai lu ça ce matin avant de m'emmener me mettre dans l'état d'esprit. C'est pas très long, mais je veux juste que vous le donniez. J'ai mis le signet puis je l'ai identifié dans le livre ici. Je vais vous demander si ça vous dérange pas, c'est pas long, mais j'aimerais ça l'entendre de votre voix que vous nous lisiez ce moment-là. Je pense que je sais de quoi tu fais. Ah ouais? Ah oui, c'est ça, je pense. Fantastique. Tu veux que je te lise au complet? Non, ben juste, j'ai mis une petite indication, c'est la fin. Le dernier paragraphe? J'ai mis une marque en noir, là, si vous pouvez commencer à ce moment-là. OK, à partir d'ici, OK. Oui. Oui. Tout le monde peut s'imaginer que l'on parlait souvent de hockey à la maison, mais c'est faux. On parlait de tout, mais rarement de hockey. À l'occasion, si nous posions des questions sur le Canadien, il répondait brièvement, préférant garder ça pour lui. C'est comme s'il ne voulait pas ramener ses problèmes de bureau à la maison. Ce n'est que tout récemment que j'aurais voulu qu'il me raconte plein d'anecdotes sur son passé, mais c'est impossible maintenant. Vous comprendrez donc à quel point il est important pour moi d'écrire cette biographie sur mon père. Je veux me rappeler ses exploits et témoigner de son grand cœur, comme le dit la devise du Panthéon des sports du Québec, pour que vive son histoire. Signé Denis Richard. Ouais. Bien, messieurs, je tiens à vous remercier. C'était un moment important pour moi. Moi, j'ai adoré votre livre. J'encourage tout le monde à l'acheter. Je vais en faire tirer. Vous avez répondu à toutes mes questions. Merci pour votre disponibilité. Tu sais, moi, je voulais une dernière chose là, que je trouvais aussi important de parler. OK? Je m'excuse, tu n'en as pas parlé. Pas de je suis désolé. Non, t'as pas à être désolé, non. Non, mais moi, j'insistais pour qu'on en parle aussi, c'est de la maladie d'Alzheimer. Je comprends. OK? Honnêtement, là, je pense on en parle dans le livre, puis si Léon n'aurait pas voulu en parler, j'aurais insisté. Okay. Je pense que c'est important aussi qu'on sensibilise les gens à cette maladie-là. Tu sais, c'est parce que c'est une espèce de longue agonie. La maladie d'Alzheimer, là, ça l'atteint la personne, évidemment, puis ça l'atteint aussi l'entourage. Je parle principalement de ma mère, là, qui, elle, a vécu plusieurs années, mon père avec ça, comme aidante naturelle. Fait que je pense que c'est important aussi de ramener ça. Puis je suis content qu'on en ait parlé aussi au dernier chapitre, là. Malgré tout, c'était même pas prévu, là, mais je pense que ça a été une excellente chose qu'on puisse, en tout cas, qu'on puisse en parler pour justement sensibiliser les gens là-dessus. Vous avez bien fait, puis tu sais, non, vous faites bien. Honnêtement, c'est que je voulais pas vous ramener à ce souvenir-là. Non. Des fois, je demande c'est émotif. Je voulais le faire. Puis fantastique. Moi, je suis policier au quotidien. Je suis policier communautaire et j'offre des services aux gens. Il passe pas une semaine sans qu'il y ait une dame qui vient nous voir pour remplir un document pour nous indiquer que son mari il demeure toujours à la maison et il a toujours présente des signes d'Alzheimer et on essaie d'épauler ces gens-là. On le sait à quel point ça peut être prenant. Votre mère était mariée 78 ans à votre père et on s'entend aussi que je suis convaincu que les 5 dernières années, ça a dû être une période qui a été très intense. Sur le plan personnel, familial, prenant pour la santé de votre mère, sauf si ça devait vous préoccuper. Mais vous avez bien fait d'en le mentionner. C'est le bout que j'ai eu le plus de difficulté à lire de mon côté, parce que moi aussi, là, dans la famille, ça m'a ramené à ces choses-là. Puis, tu sais, c'est fou comment dire qu'un homme qui a pu être si dur, si implacable, a pu être frappé par une maladie. Puis être aussi diminué quand tu connais ce que sa vie, puis là, le rendu à une étape où est-ce que, regarde, il y a besoin de soins permanents, là. C'est assez... c'est pas facile, puis c'est pas évident non plus, là. Fait que j'insistais aussi pour que ça soit indiqué là-dessus, là. D'ailleurs, pardon, j'ajouterais... Ben non, il n'y a pas de j'ajouterais le dernier c'est bien correct. Le dernier chapitre, qui est le chapitre 16,
sans, en référence à son numéro, mais tout à fait par hasard. C'est le seul chapitre que j'ai dû réécrire après le décès, et j'avouerai bien humblement que c'est de loin le plus difficile que j'ai eu à écrire. Ah, je vous crois, ça amène un état d'esprit. Je voyais en plus les photos. Je trouvais ça très touchant. Mais vous avez bien fait de le dire, honnêtement. Je suis content parce que c'est pour ça qu'on fait des podcasts. Tu sais, des fois, on pense qu'on a fait le tour, mais c'est votre entrevue, c'est un échange. Vous avez bien fait de le dire, puis ça y rend hommage bien. Puis, vous avez choisi, il y a 16 chapitres dans le livre. Votre père a porté le 16, une très grande partie de sa carrière. Là. Je sais qu'il y a eu d'autres numéros, tout ça. Mais vous l'avez bien résumé. Puis, j'espère que, je vous souhaite à toutes les personnes qui peuvent être touchées par ça. La Société de l'Alzheimer aide énormément de gens. C'est une cause qui doit nous tenir à cœur, puis tout le monde connaît quelqu'un ou un membre de la famille qui a déjà été touché par ça, on est capable d'être sensible à ça. Puis tu sais, le fait aussi que il n'a jamais porté, tu sais, là je m'excuse, là, il y a le fait qu'il n'a jamais porté de casque. Est-ce que ça a eu une influence quelconque, le fait de recevoir des coups sur la tête? C'est la raison aussi pour laquelle on a fait don de son cerveau, d'une partie de son cerveau à la Fondation Douglas, qui, eux, ont une banque de cerveau, puis qui font de la recherche sur la santé mentale. Fait que ça aussi, je pense que c'est important que ça continue, ça. Est-ce qu'ils se sont engagés à vous donner un retour face à tout ça? Oui. Quand mon père est décédé, le corps s'est en allé à un endroit pour justement qu'il fasse un prélèvement d'une partie du cerveau. Puis ensuite, il s'est en allé au salon funéraire. Là. Mais puis moi, par la suite, j'ai rencontré les gens de l'Institut Douglas, l'hôpital Douglas. Puis il y a eu un questionnaire à remplir, tout ça. Puis là, c'est sûr qu'ils n'ont pas nécessairement le temps d'étudier ça immédiatement, mais d'ici 1 an, au maximum 2 ans, ils sont supposés me donner un retour pour savoir là, si effectivement ça a un certain effet, le fait d'avoir eu beaucoup de coups à la tête ou pas. Fait que ça, ils sont supposés me revenir là, c'est vraiment intéressant. Les prochaines années. Ouais. Parce qu'il y a toute la réalité aussi que même des joueurs qui portaient le casque, ça a eu un impact. Fait que j'imagine pas de casque en plus. Là. Ouais. Parce que je sais qu'exemple, Stan Mikita, entre autres de Chicago, je pense que lui a eu effectivement ça, mais je pense au niveau des traumas crâniens et tout ça, là, je pense que ça a un effet aussi sur le cerveau. Fait que, on voulait savoir de plus en plus de joueurs, d'ailleurs, dont on voit les témoignages post-mortem qui, effectivement, ont été affectés au niveau de la tête. Puis on voit ça au football aussi beaucoup. Ben oui, complètement. Là, on a vu le film Concussion, je suis un fan de sport. Ouais. Moi aussi, je suis un malaise par rapport au fait qu'est-ce qu'au moins les joueurs sont conscients des risques là, qui les ont touchés. C'est le mot sur lequel je terminerai. Merci, oui. Pour vrai, je vous remercie d'être venu. Ça m'a touché beaucoup. Je remercie mon équipe H2O Web Media et aussi la production 4771. Pour vrai, c'était un honneur et je dis à tout le monde d'aller se procurer le livre, on va en faire tirer. Mais moi, j'ai adoré la lecture de ça. Puis vous avez fait un bon travail qui est à la hauteur de la mémoire de votre père. Et je vous le dis humblement, je pense que votre père il aurait lu ce livre-là, il aurait trouvé ça vraiment bon. Merci beaucoup. J'en suis persuadé. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Ça m'a fait plaisir.